Bien, bonjour à tous. Donc, pourquoi ce film? À l'origine, nous avons un projet important de rénovation au niveau du palais, puisqu'il y a maintenant quelques années, en 2018 à peu près, un nouveau musée s'est créé, a été en gestation en tout cas à Narbonne, que vous connaissez sans doute tous, le musée du Narbovia, qui a impliqué, donc c'est un établissement public regroupant la région, la ville et l'agglomération, qui a impliqué le dépôt de 3000 œuvres du Palais-Musée des Archevêques dans ce nouvel établissement concernant la Narbonne romaine. Donc l'ancien musée archéologique, à peu près la moitié du Palais-Musée des Archevêques, a été fermé, est en cours de conception d'un nouveau parcours. Et pour pouvoir réaliser ce nouveau parcours qui commencera à la préhistoire, qui nous permettra ensuite de circuler dans la proto-histoire de la région avant d'arriver dans une grande partie médiévale sur le Moyen-Âge et sur la Renaissance, avec quelques ouvertures vers Byzance et Islam. Pour pouvoir le réaliser, il faut bien entendu remettre un minimum aux normes le monument historique classé, qu'est le Palais Vieux. Ce qui impliquait de travailler sur l'ensemble du palais. Donc, pourquoi réaliser un film sur le palais des archevêques de Narbonne? Vous avez ici le dernier panneau de l'exposition qui vient de fermer, qui se situe à la salle des consuls juste sous vos pieds, et qui permettait d'évoquer ce palais de demain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va montrer dans ce nouveau palais vieux. Pour pouvoir réaliser ce projet, la Direction régionale des affaires culturelles nous a demandé assez logiquement de prévoir un certain nombre d'études. Puisqu'on ne restaure pas comme ça un monument classé, il faut auparavant vérifier qu'est-ce qui est authentique, quels sont les problèmes structurels du bâtiment, etc. Donc 4 études ont été réalisées. Alors la première en haut à gauche, enfin peu importe où sur l'écran d'ailleurs, mais la première est une étude de faisabilité qui a été lancée en 2018 avec In Extenso, Chloé Leonetti, et qui évoque comment est-ce qu'on peut imaginer un musée de France aux normes dans ce palais. Donc comment est-ce qu'on intègre les différents services qu'on attend d'un musée, les sanitaires, l'accueil des groupes, un parcours continu, etc. etc. Comment on a des réserves, comment on a des salles de traitement, des salles de quarantaine. Enfin, je vous passe le détail, mais un musée de France tel qu'on le conçoit aujourd'hui, comment l'intégrer dans ce palais monument historique. La deuxième étude a été la plus importante en termes de temps et d'approfondissement de la connaissance. C'est celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'étude d'archéologie du bâti, qui a été menée par l'entreprise Hadès de Toulouse, sous la direction de Julien Foltran, qui se situe à mes côtés, à ma gauche, et qui nous a permis de bien mieux connaître ce palais, en particulier la partie qui avait été la moins étudiée, justement le Palais Vieux, où nous souhaitons implanter ce nouveau musée, cette nouvelle moitié du musée. Puisque le principe du Palais-Musée des Archevêques, c'est qu'il y a la partie actuellement fermée, qui traitera de la préhistoire à la Renaissance, et la partie qui est ouverte juste au-dessus de vous, que vous pouvez visiter, qui est le musée de Beaux-Arts, donc du XVe siècle jusqu'au XXe, voire au XXIe siècle. Alors il faut savoir que sans les 3000 œuvres du Narbovia, il nous en reste quand même à peu près 47 000, donc il y a encore matière. Donc, à l'issue de cette étude d'archéologie du bâti, il y avait une dernière étude demandée par la DRAC à l'origine, qui est l'étude de diagnostic sanitaire qui a été réalisée par M. Auclair et qui traite spécifiquement du Palais Vieux pour comprendre les contraintes du bâtiment, quels sont les problèmes structurels du bâtiment ou d'entretien dont il faut s'occuper en priorité dans le cadre de cette rénovation. Au vu de l'extrême complexité du palais, la DRAC nous a demandé de rajouter une 4e étude que vous voyez à droite de cette diapo, qui a été effectuée par M. Rebière et qui, elle, portait sur un croisement finalement des 2 précédentes, c'est-à-dire par espace, par travée, quelles sont les zones authentiques d'après l'archéologie du bâti, quels sont les problèmes sanitaires du bâtiment et comment est-ce qu'on peut imaginer du coup d'intégrer tel ou tel élément à tel ou tel endroit, en particulier sur les gros équipements comme un ascenseur. Alors je ne vais pas y rester longtemps parce que je suis sûre que Julien va vous en parler bien mieux que moi, mais vous avez là le panneau d'introduction de l'exposition que je vais évoquer. Donc c'était simplement pour revenir sur finalement pourquoi avoir imaginé un film, un livre et une exposition qui vient de fermer à propos de l'étude d'archéologie du bâti.
Parce que finalement, sur ces 4 études, c'est la seule que nous valorisons de la sorte. Les autres études vont rester à destination d'un futur architecte, de la ville, de la DRAC, mais sans diffusion particulière. Mais l'étude d'archéologie du bâti nous a apporté une connaissance vraiment nouvelle de ce palais, qui avait finalement été assez peu traité dans le temps. Il y a eu des articles ponctuels, il y a eu des choses, mais personne n'avait fait une étude d'ensemble, d'une part. On avait estimé que du fait de ces différentes évolutions, parce que c'est un palais qui date de l'an 1000, avec de nombreux travaux qui l'ont remodelé, on peut dire que c'est presque un palimpseste, hein, c'est un parchemin qu'on a sans cesse gratté et réécrit. Et du coup, on avait estimé, comme ça allait jusqu'au 19e ou au 20e siècle, avec notamment l'intervention de Viollet-le-Duc, qu'il n'y avait plus grand-chose d'authentique dans ce palais, qu'il n'avait pas grand intérêt, qu'il avait été complètement transformé, ce qui, à mon sens, est absolument faux. Et je sais que certains dans la salle, comme Mireille, qui a beaucoup collaboré à ce projet, Mireille Franck, qui travaille sur la ville d'art et d'histoire et le service des publics du musée, sont complètement en contradiction avec cette assertion. On ne peut pas du tout estimer qu'il n'y a plus rien d'authentique. On l'a bien vu dans le livre, d'ailleurs, et on le voit bien au quotidien avec l'émerveillement de certains visiteurs. Il y a de très très jolies choses dans ce palais qui est resté extrêmement méconnu. Il y a 3 palais épiscopaux de ce niveau-là en France. Le palais de la Berbie à Albi, dans le Tarn, le palais des Papes à Avignon et le palais des Archevêques à Narbonne. Alors, les liens entre eux sont assez complexes, mais en tout cas, ce sont les 3 palais épiscopaux les plus importants de France, logiquement dans le sud de la France, puisque c'était un héritage de l'Antiquité. L'Église a beaucoup hérité de l'administration antique, finalement, et des zones qui étaient les plus importantes dans l'Antiquité. Sur ces 3 palais, nous en avons 2 classés à l'UNESCO, Albi et Avignon. Celui de Narbonne est de loin le plus méconnu. Donc, à l'issue de cette étude d'archéologie du bâti au service du projet de rénovation du musée, il nous a paru tout à fait essentiel de pouvoir diffuser cette connaissance, de pouvoir non seulement la diffuser au sein des spécialistes, mais aussi auprès du plus grand nombre. D'où la création de ces 3 outils, 2 pérennes et 1 temporaire, l'exposition. Nous avons actuellement une petite expo dossier aussi qui vous permet de voir le film et de voir les coulisses, le making-of de celui-ci dans la salle Père au parcours d'art juste au-dessus de vous. N'hésitez pas à aller la découvrir, elle est gratuite. Mais donc, il nous a semblé vraiment essentiel de pouvoir diffuser tout cela. Et avec des niveaux de discours différents, le livre est plutôt destiné à un public relativement averti, quoi, quand j'ai essayé de tendre vers le grand public. Parfois de façon un peu pénible, j'en conviens. Et le film était une clé, vraiment une clé de lecture, pour pouvoir notamment entrer dans l'exposition, mais aussi pour pouvoir avoir un support permanent qui va rester dans le musée, pour le moment dans le parcours d'art qui est ouvert, à terme dans le Palais Vieux, et qui peut être également utilisé par la médiation, par les visites guidées. À titre plus annexe, ça m'a permis également d'étaler cette opération sur 4 budgets annuels, ce qui sinon n'aurait pas été possible sur un seul, ou sur 2. Donc en ayant 2 outils pérennes, ça permettait aussi de ne pas être sur les mêmes lignes, mais j'espère que la plupart d'entre vous échappent à ces contraintes. Alors là, vous avez quelques vues sur le livre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu. Et quelques éléments sur le film qui seront développés après moi. Donc là, vous avez quelques prints du film pour vous donner une idée de l'atmosphère, simplement. Et comme l'exposition a malheureusement dû fermer il y a 2 jours pour des raisons très pratiques d'usage de la salle, je vous ai prévu des visuels pour essayer de faire une petite visite. Donc le film était vraiment le point d'entrée, reproduit en haut des panneaux, en bleu le Moyen-Âge, en jaune les temps modernes, en rouge l'époque contemporaine, et les quelques très rares œuvres provenant du musée, provenant du palais, qui sont aujourd'hui au musée, comme ce brasero du XIIIe au XVe siècle, sans doute XIIIe, ces carreaux de pavement avignonnais du XIVe siècle qui sont très bien datés par analyse et par comparaison stylistique avec ceux du Palais des Papes, un heurtoir du XVIIIe siècle avec une partie des armoiries des Visconti et quelques bornes en complément et un espace lecture et jeu. Voilà, c'était juste pour vous faire un peu visiter l'exposition. Et je laisse mon collègue vous parler de l'étude d'archéologie du bâti. Merci Flore. Alors cette étude d'archéologie du bâti qui a été réalisée par la société Hades
sous ma direction. Elle a été menée en 2021 et 2022 avec une équipe d'archéologues composée de Cécilia Pedini, Éric Delon, Marie Canivet, Agathe Chen et aussi un stagiaire, Lionel Rodriguez. Quand on est arrivé sur ce palais, qui est un monument assez complexe et néanmoins emblématique de la ville de Narbonne, on s'est rendu compte qu'on avait une très faible connaissance de cet édifice, de ses phases chronologiques, qu'il y avait très peu de choses qui avaient été écrites dessus, et que parfois la bibliographie était aussi lacunaire sur cette connaissance. Donc on a repris toutes les archives, on a commencé par reprendre toutes les archives les plus récentes, notamment pour comprendre quels travaux avaient été réalisés au 19e et au 20e siècle. Et ensuite, ce qui nous a principalement occupé, c'est le terrain, c'est de faire cette étude d'archéologie du bâti. Vous voyez à l'image ici sur le drone, c'est un monument complexe avec une quinzaine de bâtiments articulés autour de 2 cours séparés par un passage public, le passage de l'Ancre. Nous avons travaillé individuellement sur chacun de ces bâtiments pour en comprendre l'histoire et les principales phases de construction, de destruction, de reconstruction, de remaniement. Alors, quand on fait de l'archéologie du bâti, on produit ce genre de gribouillis qui sont assez difficiles à comprendre de prime abord comme ça, et c'est pour ça qu'il était important de faire des restitutions comme ce qui a été proposé et ce dont on va vous parler. Alors juste pour revenir un petit peu sur la méthode de l'archéologie du bâti, quand on est face à une façade très complexe comme celle-ci, qui a 8 siècles d'existence et énormément de remaniements, le but, c'est de la diviser, l'objectif est de la diviser en unités simples et d'étudier séparément toutes ces unités. Une unité simple, ça va être le mur, une porte, une fenêtre, ou par exemple ici, je vais en reparler, des négatifs que vous voyez, des alignements de carrés qui sont au premier et au deuxième étage, qui sont en fait des négatifs de structures, probablement des structures en bois, qui devait être accroché à cette façade qui est toute en pierre. Chaque élément est donc étudié de façon individuelle. On analyse les techniques de construction, ce qui permet de proposer des datations, et on analyse aussi les relations stratigraphiques entre chacune de ces unités, c'est-à-dire la chronologie entre toutes. Donc on va vérifier si, par exemple, une porte est bien liée à un mur, donc s'ils sont contemporains ou si la porte est percée dans ce mur. Si la fenêtre aussi est liée au mur ou percée dans ce mur. Si une cheminée est contemporaine d'une fenêtre ou si elle vient boucher cette fenêtre, etc. Et ainsi, on arrive à déterminer toutes ces phases de construction. Donc là, ici, vous avez à l'image sur cette façade 8 principales phases de construction qui ont été déterminées grâce à cette analyse. Mis bout à bout, l'étude de toutes ces façades, ça permet d'avoir une vision globale de la construction des bâtiments de cet édifice, du Palais des Archevêques. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'à la fin du Moyen-Âge, alors malgré quelques reconstructions à l'époque contemporaine, à la fin du Moyen-Âge, le Palais des Archevêques, Palais Neuf, Palais Vieux, cet ensemble, a déjà sa physionomie globale qu'on lui connaît aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, ce qu'a pu révéler aussi cette étude, c'est qu'à partir du XIe siècle et surtout du XIIIe siècle, chaque archevêque qui s'est succédé, chaque archevêque qui a succédé à son prédécesseur plutôt, a reconstruit un bâtiment pour y faire son palais neuf. Et comme ça, on voit que de 10 ou 20 ans en 10 ou 20 ans, les bâtiments sont reconstruits au fur et à mesure sur ce site. Alors là, je vous ai mis les principales phases, avec par exemple en rouge la construction d'un palais au début du XIIIe siècle par Arnaud Almaric. Ensuite, en rose, une dizaine ou une quinzaine d'années après, c'est très rapide, la reconstruction d'un palais neuf par son successeur, puis une vingtaine d'années après, ici, la construction de ce palais neuf-là dans lequel nous sommes aujourd'hui, à la fin du XIIIe siècle, et ainsi de suite, toutes les reconstructions de bâtiments dans lesquels s'installent au fur et à mesure les archevêques en bougeant de bâtiment en bâtiment. Alors ça, c'est assez intéressant pour le traitement qu'on fait du film, parce que lorsqu'on veut restituer une phase, par exemple, du début du XIIIe siècle pour ce film, on va aller se positionner devant le bâtiment rouge, et donc on va adopter le point de vue en montrant à quoi ressemblait le bâtiment rouge. Si on veut se placer un siècle plus tard, au début du XIVe siècle, on va aller devant le bâtiment vert, qui a été construit à la fin du XIIIe, début XIVe siècle, et là on va avoir une image du palais à cette période. Alors au cours de l'étude archéologique, on a essayé de proposer quelques restitutions qui sont sans commune mesure avec ce qui a été fait pour ce film. Des restitutions, alors des dessins ici, une réalisation d'un archéologue Jean-Pierre Sarré avec les données du rapport d'archéologie.
sur la tour de la Madeleine que vous avez, qui est un monument très imposant qui se trouve sur la place ici de l'Hôtel de Ville. Cette tour de la Madeleine est aujourd'hui engoncée dans les bâtiments alentours et l'étude archéologique a permis de montrer que la façade sud, qui est oblitérée par la passerelle que vous avez ici à l'image, la passerelle de l'Ancre, du passage de l'Ancre qui est ici à l'image, que la façade sud portait un décor très raffiné qui avait pour objectif de montrer, d'afficher la puissance et la richesse de l'archevêque qui aujourd'hui a pratiquement complètement disparu avec ses bâtiments accolés. Ce bâtiment il est construit sur le modèle de la Sainte-Chapelle de Paris avec sa belle claire-voie au premier étage, modèle de chapelle double avec une chapelle basse et une chapelle haute. Une grande claire-voie au premier étage, c'est-à-dire une succession de fenêtres qui donne cet esprit aérien au bâtiment. Alors ici, c'est une fausse claire-voie, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vous voyez que ça a complètement disparu. Cet effet-là a complètement disparu aujourd'hui et le dessin nous permet de le restituer. Les restitutions nous permettent aussi de révéler des parties qui ont été détruites, qui ont disparu. Alors comme ici par exemple sur ce bâtiment que je vous montrais tout à l'heure, c'est celui qui était tout maquillé de plein de couleurs sur la diapo précédente. Les alignements de trous suggéraient donc qu'il y avait devant cette façade très minérale tout en pierre aujourd'hui une galerie en bois. Et avec mon collègue Éric Delon, nous avons essayé de proposer une restitution de cette galerie en bois pour voir si les hypothèses fonctionnaient et se donner une idée de ce à quoi pouvait ressembler ce bâtiment avec cette galerie. Alors là, c'est une superposition des relevés actuels avec notre proposition de restitution. Alors ça, c'est un exercice extrêmement difficile pour un archéologue parce que quand on a des éléments négatifs dans le rapport, il suffit juste d'écrire il y a des négatifs de poutres sur la façade, il y avait probablement une galerie. Dès qu'on commence à s'attaquer à une restitution comme celle-ci, il faut qu'on fasse des choix qui sont parfois difficiles et qui s'appuient sur des exemples qu'on va chercher par ailleurs, mais nous n'avons aucune preuve de la forme qu'avait cette galerie. Donc ces choix-là, ils sont obligatoires si on veut proposer quelque chose. Alors ici, par exemple, l'escalier que vous voyez à peu près au centre de l'image, sur la droite de la galerie. On sait qu'il fallait accéder au premier étage de la galerie par un escalier, mais l'emplacement de cet escalier, la forme de cet escalier, restait méconnu. Alors soit on passait sous silence cet escalier, on ne le représentait pas, mais à ce moment-là c'était une erreur. Soit on le représentait avec possiblement aussi une erreur, mais au moins il est là. Et nous avons fait le choix de le représenter dans un angle de la galerie, en face d'une porte qui permettait d'accéder au premier étage du bâtiment en pierre, et qui desservait aussi, avec un palier intermédiaire, une porte d'une aile perpendiculaire que vous voyez sur la droite. Ce document-là, ça reste un document de travail pour tester nos hypothèses, pour réfléchir à la forme du palais à diverses époques. Vous voyez en haut à gauche la restitution qui a été faite par Hadès dans ce cadre de travail, qui n'a rien à voir avec la restitution du film qui est en dessous, où on propose de la remise en couleur et d'autres éléments qui sont beaucoup plus parlants pour se projeter dans une période précédente. Cette restitution ici, elle a été faite donc par Mathieu, qui va vous en parler tout à l'heure, après de longues séances de discussion sur à quoi pouvait ressembler l'escalier, comment on pouvait tenir les sablières, les poutres, etc., à quoi ressemblait le garde-corps. Voilà. Merci Julien. Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Mondrou, je suis donc l'infographiste 3D qui a travaillé sur ce projet. Ouais, je crois que là. Le micro. C'est bon. On a le visuel de nouveau. Et donc voilà, je vais vous parler un peu de comment est-ce que ce projet a été réalisé en collaboration avec mes collègues ici présents. D'abord passer en revue assez rapidement les techniques 3D qui sont disponibles aujourd'hui en 2024 et qu'on a mis en œuvre dans ce projet. Et puis terminer dans un deuxième temps sur l'intérêt d'une telle démarche, non seulement en termes de médiation, mais aussi en termes de recherche, puisqu'on va voir que ça apporte aussi beaucoup d'éléments
on va se rendre compte de pas mal de choses en testant des hypothèses à travers la modélisation de ces modèles. Donc en termes d'outils, pour commencer, il s'agit de créer des volumes dans un premier temps. Donc pour ça, on a de l'acquisition directe que la plupart d'entre vous connaissent, je pense, donc photogrammétrie, LiDAR, qu'on a utilisé ici surtout pour donner des bases de modélisation, pour s'en servir un petit peu comme calque. Donc ça a été utile pour poser des premières bases. Le problème de la photogrammétrie, c'est que ça marche uniquement sur de l'existant. Et donc dès qu'on remonte les époques, on n'a plus cet outil. Donc on va partir sur de la modélisation. Alors, on a tout un tas d'outils qui permettent de faire ça. Il y a plusieurs types de modélisation possibles. On va parler de sculpting, de modélisation paramétrique, où on rentre des nombres et des chiffres pour avoir ce qu'on veut. Moi, ce que j'ai mis en œuvre ici, c'est une modélisation que je qualifie de polygonale, où en fait on part de primitives simples, donc c'est des volumes du type cube, cylindre, sphère, qu'on va modifier en utilisant les faces, les arêtes et les sommets pour donner la forme à l'objet final. Une fois qu'on a créé ces volumes, on va les mettre en texture. Alors là aussi, on a plusieurs outils disponibles. Ici, vous avez une image de Substance Painter qui est un petit peu le standard dans le milieu et qui permet en fait de peindre directement sur les volumes un peu à la même manière qu'un Photoshop avec un système de calque et de masque, etc., où on va faire apparaître différents types de matériaux sur les volumes. Ou alors, pour texturer, on peut aussi aller piocher dans des librairies qui sont disponibles, qui sont aujourd'hui de plus en plus fournies, de plus en plus qualitatives, qui sont aussi de plus en plus payantes accessoirement. Sur ces librairies, ensuite, alors ça va concerner les objets spécifiques où on va commencer par de la modélisation et de la mise en texture, mais pour meubler des scènes, pour peupler un petit peu et donner un peu de la vie, on dispose aussi d'objets qui sont prêts, donc également dans des librairies qui sont également toujours plus qualitatives et fournies. Et voilà, et en fait tout ça c'est la première étape. L'essentiel du travail ensuite va se passer dans le moteur de rendu. Alors pour ce projet, j'ai utilisé Unreal Engine qui est connu surtout pour du jeu vidéo, mais qui est utilisé aujourd'hui de plus en plus pour produire des films et pour faire de la vidéo. On le voit même débarquer aujourd'hui dans du cinéma, dans du grand cinéma. Et donc la plupart du travail va se dérouler dans cet outil où on commence par importer les modèles avec leurs matériaux et on va créer les scènes, on va assembler tous les modèles qu'on a importés pour créer les scènes, on va les mettre paramétrer un petit peu les textures, adapter un petit peu les textures aux exigences du moteur, mettre en lumière évidemment et puis rajouter tout un tas d'éléments pour donner un peu de vie aux scènes. C'est là-dedans aussi qu'on va rajouter les personnages, faire l'animation des personnages, et puis pour finir, on va faire la séquence du film en soi, et puis enfin faire le rendu, c'est-à-dire le calcul des images en haute définition pour le montage final du film. Voilà grossièrement, rapidement les outils qu'on a utilisés pour ce projet. Ce projet qui donc était ambitieux. Alors on va mettre ambitieux parce qu'il s'agissait quand même de représenter le quartier monumental en entier sur une période qui court sur près de 1000 ans. Donc rapidement avec Marc Azema, on a proposé deux types de rendus. Donc ici vous les avez en image, un rendu maquette pour représenter le quartier dans son ensemble. Et pour pouvoir voir son évolution d'un point de vue un peu élevé. Et puis, cette séquence, cette évolution, on a proposé de la ponctuer
par des rendus qu'on a appelés immersifs, où on se met un peu plus à hauteur d'homme, et on va chercher un maximum de réalisme en ajoutant les textures des objets, les personnages, etc. Donc pour chaque type de rendu, que ce soit pour le rendu maquette ou immersif, grossièrement, je pense que c'est un workflow, enfin c'est une succession d'étapes que vous connaissez déjà. On parle de la donnée qui était variable. Hein. Julien en a fourni pas mal avec, enfin l'essentiel en réalité avec l'étude ADES sur les périodes récentes. Enfin, on y reviendra, mais donc on part de la donnée. Sur cette donnée, on a de longues discussions, ce qui permet de commencer une première modélisation, texture, etc., en utilisant les étapes que je vous ai présentées précédemment, pour faire une première proposition. Et sur la base de cette première proposition, on retourne en discussion, et donc on entretient un cycle comme ça, que certains qualifieraient d'infernal, parce qu'il n'a pas vraiment de fin. D'ailleurs, tout l'enjeu de cette boucle, c'est de trouver le compromis entre le temps, les limites de temps, de finances également, et puis le désir d'approfondir toujours un peu plus ce qu'on est en train de produire. Mais une fois qu'on a validé, on passe tout ça en finalisation, et puis on peut envoyer les rendus finaux. Donc concrètement, sur ce genre de projet, je commence avec des données publiques que vous connaissez probablement, donc les orthophotographies, topo 25, même si topo 25 c'est pas très précis. C'est surtout les données RGE-ALTI qui sont donc un modèle numérique de terrain et qui permettent de créer une topographie très précise. Et donc ça c'est la première étape, et elle est primordiale puisque la topographie c'est elle qui va recevoir tout le projet par la suite. Donc c'est important de bien caler ces choses-là, puisque c'est là-dessus qu'on va poser les bâtiments par la suite. Donc concrètement le quartier on l'a construit d'abord d'un point de vue global, donc en s'intéressant au rendu maquette, ceux qui sont les plus on va dire pédagogiques, mais aussi relativement simples en termes de géométrie, en commençant par ce qu'on connaît mieux, c'est-à-dire aujourd'hui, avec comme support les études effectuées par ADES, toutes les références que les spécialistes comme Flore pouvaient fournir, des photogrammétries également, et puis en remontant de plus en plus le temps, en allant vers les choses les plus incertaines, où là il faut aller chercher des références un peu moins relatives à Narbonne. Mais voilà, toute l'idée était de commencer par quelque chose qu'on maîtrise précisément, c'est-à-dire l'actuel, et puis remonter comme ça en augmentant finalement un peu la difficulté. Mais en suivant cette méthode, voilà, on arrive à produire l'ensemble du quartier. Et ici, je vous montre, pour chaque phase qu'on a documentée, j'ai produit des rendus comme ça, préliminaires, ce que j'appelle des rendus de work in progress, sur la base desquels on a repris les discussions qui entretiennent la boucle de discussion dont je vous ai parlé, et qui permettent d'entretenir une dynamique de recherche. Et après, peut-être vous aurez des anecdotes sur certains éléments qui se précisent pendant ces étapes de confection en fait. Au final, sur ce projet, c'est un peu plus de 150 bâtiments qui ont été modélisés sur les 6 périodes différentes pour au final avoir ce type de point de vue. Donc ici on a aujourd'hui, et comme je vous l'ai dit, on remonte le temps petit à petit en passant d'aujourd'hui à ici on a fin du 20e siècle. Petit à petit on remonte le temps jusque, on va passer un peu vite, on pourra revenir dessus éventuellement, jusqu'à la période la plus ancienne qui était au XIe siècle. Pardon. Voilà comment les points de vue maquettes ont été réalisés, et ces points de vue maquettes constituent
ont permis de constituer une véritable base solide qu'on pourrait comparer à ce qu'on appelle des block-out en 3D, donc c'est des phases préliminaires pour aller un peu plus en avant, pour préciser un peu le projet. Et en réalité, ce point de vue-là que vous avez, c'est les modélisations des points de vue maquettes, mais elles ont également constitué notre point de départ pour les points de vue immersifs. Alors, pour ces points de vue immersifs, c'est toujours la même dynamique où il y a eu tout un tas d'allers-retours et de discussions pour préciser de plus en plus les points de vue et l'architecture qu'on voulait. Donc, en partant du block-out, en mettant les textures, petit à petit en ajoutant du détail, des toitures, des éléments d'ameublement, etc., etc. Ici, on a un petit puits qui est apparu en cours de discussion. Et pour finir, un peu de végétalisation, rajouter de l'usure pour donner un peu de réalisme, et pour finir avec les personnages et les animations. On a un autre exemple ici qui était assez représentatif pour moi de cette dynamique en fait de discussion, de recherche. Ici on a la cour de la Madeleine. De la même manière on est parti du block-out et on a texturé, rajouté des éléments. Évidemment là il y a tout un tas de discussions qui se fait autour du choix des points de vue. Dans quelle mesure est-ce qu'on décide de montrer cette façade ou celle-ci, sachant que celle-ci n'est pas tellement bien définie? Dans quelle mesure est-ce qu'on s'accorde à imaginer des ouvertures sur telle ou telle façade? Ça, c'est des éléments qui sont omniprésents pendant les discussions. Et c'est là où je veux en venir au final, c'est que, et je conclurai là-dessus, c'est que ces restitutions, c'est pas seulement le moyen de montrer le résultat de vos recherches ou de vos fouilles, mais c'est aussi un outil qui peut intégrer le processus de recherche, parce que c'est l'occasion aussi de tester ces hypothèses, de leur donner un peu de réalité, et à travers ces visuels-là, on peut se rendre compte éventuellement de fausses pistes, et puis de les revoir, de les modifier pour que ça colle un peu plus à la réalité. Voilà, je vous remercie, je finis là-dessus. Merci, si vous avez des questions donc. Merci.